Vous en avez marre de faire du sport seul? Votre coéquipier préféré n'est plus disponible aussi souvent que prévu? J'ai la solution. Je suis ravie de vous parler de Smatchy, une application mobile qui vous connecte avec d'autres sportifs près de chez vous. Que vous soyez amateur ou sportif confirmé, Smatchy propose des fonctionnalités pensées pour vous. Un algorithme qui vous connecte avec des personnes partageant votre pratique, ou bien la possibilité de rejoindre ou d'organiser vos propres événements. Alors si vous avez envie de sortir de votre routine, de rencontrer de nouveaux partenaires ou simplement de rester motivé dans votre pratique sportive, téléchargez Smatchy dès maintenant. Petit bonus, c'est 100% gratuit. Disponible dès maintenant sur l'App Store et le Google Play Store. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Cantegrel, un entrepreneur passionné et un investisseur reconnu dans le domaine de l'immobilier. Donc, fondateur de Monsieur Hugo, Bruno a su allier son amour du jeu stratégique, développé dès son enfance avec le Monopoly, à une carrière impressionnante marquée par l'innovation et l'engagement. Avec un parcours académique solide incluant une formation d'ingénieur et un MBA de l'EDEC, il a su naviguer avec succès dans le secteur des télécommunications avant de se lancer dans l'investissement immobilier. Bruno n'est pas seulement un expert dans son domaine, il est également un pédagogue exceptionnel, partageant ses connaissances à travers des livres, des podcasts et des émissions de télévision. En dehors des affaires, il est un fervent cycliste passionné par la nature et engagé dans une démarche écologique. Donc préparez-vous à découvrir son parcours inspirant ainsi que ses réflexions sur le mental nécessaires pour réussir dans un secteur aussi compétitif. Salut Bruno! Salut Sébastien, bonjour à tous, merci de me recevoir. Écoute, avec plaisir. J'ai synthétisé un petit peu tout ce que tu fais, mais bon, en tout cas, on va revenir dessus. Si tu as des choses à rajouter, je crois que j'ai été synthétique, mais je crois que j'ai rien oublié. Oui, non, je pense que là, tu as bien fait le tour. C'est effectivement cette passion d'entreprendre et puis mon goût pour l'immobilier qui m'anime aujourd'hui. Donc, j'ai eu un long parcours, mais en tout cas, je suis plutôt content d'en être là où je suis aujourd'hui, quoi. Bon, alors comme tu sais, le podcast commence toujours par un petit portrait chinois, c'est le warm-up. Donc un petit jeu qui permet de commencer l'aventure des questions. Donc si t'es OK, bah écoute, on va y aller. Allez, go. Alors, si tu étais un livre, lequel serais-tu et pourquoi? Alors, je serais une BD plutôt, Astérix, parce que j'aime bien cette notion de mini-peuple gaulois qui résiste un peu à tout et puis cette force vaillante et cette potion magique qui n'existe pas dans la vraie vie, mais qui donne des gros pouvoirs quand tu sais bien l'exploiter pour pouvoir, heu comment dire, surveiller et protéger ta tribu. Ouais, ça me fait penser à mon village de Gaulois, moi, dans le Var, là, en Côte d'Azur, à Saint-Cyr-sur-Mer, un petit village de Gaulois où tout le monde se connaît. Ça me fait penser à ça, en fait. Mais oui, t'as raison, Astérix et Obélix, en tout cas, comment dire, ça a bien animé mes lectures d'enfance. Et aujourd'hui, j'ai toute la collection parce que les enfants, ils adorent lire ça aussi et donc j'en lis de temps en temps, mais voilà, je leur laisse plutôt la main maintenant dessus. Et puis il y a ça, et puis il y a des Tintins aussi. Enfin, voilà, il y a des incontournables hein, de la BD. Oui, exactement et je regrette que, Hergé n'ait pas voulu, qu'on continue, tu vois, d'écrire de nouvelles BD après sa mort. C'était un de ses souhaits, mais en tout cas, c'est vrai que j'adorais aussi Tintin et ce côté un peu explorateur plutôt. Mais bon, malheureusement, je les ai tous et il y en aura plus de jamais. C'était un peu ma tristesse, quoi. Et ouais, malheureusement, c'est comme ça.
Si tu devais choisir une couleur pour symboliser ta personnalité, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Je prendrais le bleu, tout simplement parce que j'adore être à l'extérieur, j'adore la nature, que ça soit l'hiver au ski, je préfère rider quand il fait beau. L'été à la montagne en faisant du vélo ou du VTT, pareil, je préfère les ciels bleus que nuageux. Et voilà, donc c'est ce que j'en dis plutôt le bleu, ma couleur préférée. Bon allez, on va sur du culinaire. En plus, on sort de table, peut-être toi. Ouais. Donc moi, si tu étais un plat, lequel choisirais-tu et pourquoi? Alors, j'adore manger. Je fais beaucoup de cuisine aussi à la maison. Et celui que j'aime bien, c'est les ceviche de dorade, parce que le poisson, il est cru. Je trouve qu'il est meilleur quand il est cru. Et puis, c'est une sorte d'un savoureux mélange d'herbes, de différents ingrédients pour faire mariner le poisson et pouvoir le déguster avec un petit verre de vin blanc. Magnifique. Allez, une petite dernière, après on attaque notre interview et on va parler de mental. Si tu étais une citation, laquelle te définirait le mieux? Alors, je les connais pas par cœur. Dans l'esprit, c'est toujours croire en fait à sa petite étoile, parce que effectivement, la chance fait partie aussi de la réussite, mais il faut savoir la saisir au bon moment. Ce qui permet de saisir des bonnes opportunités. Ok, ok. Bon, écoute, merci beaucoup. C'est un court petit portrait chinois, hein, mais ça nous permet de rentrer dans le bain. On va revenir sur ton parcours. Aujourd'hui, que t'inspire ton parcours depuis l'enfance jusqu'à la création de Monsieur Hugo? Heu, je pense qu'il y a eu pas mal d'étapes de franchies, pas mal de marches de franchies, donc c'est plutôt quelque chose d'assez linéaire et pas heu, de constant. En fait, je dirais, il n'y a pas eu heu, d'énormes sauts effectués, mais c'est le fait heu, de construire en fait l'édifice et de construire en fait, les on va dire une maison, on va dire, la maison pierre par pierre, qui peut me symboliser effectivement parce que, je suis assez prudent dans mes choix et j'aime avancer, lorsque je sais un peu où je vais. Il y a depuis le départ où j'ai commencé en tant que salarié dans une entreprise jusqu'à maintenant où je suis entrepreneur et je gère des gros projets en termes de rénovation en immobilier, j'ai toujours été étape par étape. Donc pour donner un exemple, dans l'immobilier, j'ai commencé par des parkings, par des box, par des investissements ultra sécurisés, qui s'appuient sur des lois de défiscalisation où tu as un accompagnement clé en main, jusqu'à maintenant où je rénove des biens et j'arrive à typiquement le dernier projet, on est plutôt sur un projet de grosse taille qui consiste à racheter les parties communes d'un immeuble, notamment les combles, et de les refaire complètement pour en faire un beau duplex. Voilà, donc c'est plutôt step by step, ne pas passer du jour au lendemain, de se dire je vais investir dans l'immobilier et puis je commence directement par acheter un immeuble ou des comptes pour en faire quelque chose de waouh. Voilà, donc c'est plutôt y aller progressivement et puis de voir un peu comment ça se passe. Si je passe une étape, oui bon bah c'est bon, ok, investir dans un parking, j'ai réussi à le faire, c'est pas compliqué, je peux essayer les box, je peux essayer de passer sur de l'ancien ou même typiquement des choses un peu plus heu, risquées, voire réservées à des investisseurs expérimentés comme les ventes aux enchères à la bougie. Donc il y a eu, tu vois, ça je le fais que maintenant, mais au début quand j'ai commencé, j'ai vraiment été plutôt prudent. Je dirais, j'aime bien monter les escaliers marche par marche sans les monter 4 par 4, tu vois? Ok, de manière progressive, quoi. Et si tu regardes dans le rétro, de quoi tu es le plus satisfait en regardant l'ensemble de ta carrière jusqu'à ce jour? Écoute, c'est une bonne question parce que généralement, je regarde plutôt, devant ce qui m'attend, toutes les choses que j'ai envie de faire et je me dis: «Oh là là, mais ça va être compliqué à faire, je vais pas avoir le temps, ça va me prendre beaucoup d'énergie pour le faire». Mais donc je pense que ta question elle est importante parce que je prends pas le temps de regarder tout ce qui a été fait, mais finalement je me dis, bah, de passer du salariat à l'entrepreneur, à pouvoir maintenant, vivre de ma passion, c'est quand même top puisque,
toi, maintenant, j'écris des livres, je passe dans des podcasts, j'interviens en tant que chroniqueur à la télé ou à la radio. C'est des choses que je n'aurais jamais imaginé pouvoir le faire à mes débuts quand j'ai commencé il y a 20 ans à travailler. Voilà, donc c'est aussi beaucoup de prise d'assurance et aussi être à l'aise en fait avec les choses que je fais. C'était pas forcément le cas au début. Quand je commençais, effectivement, j'étais pas terrifié, mais bon, j'étais un peu réservé et timide, donc j'osais pas forcément prendre autant d'initiatives. Voilà, maintenant, c'est quelque chose, je prends plus avec le fun. Voilà, si ce que je fais, je kiffe ce que je suis en train de faire, que c'est fun pour moi et que même s'il n'y a pas forcément l'intérêt premier en termes de business, mais que moi, ça m'apporte beaucoup de satisfaction, bah, tu vois, j'hésite pas à le faire, comme aujourd'hui, l'interview qu'on est en train de faire ensemble, moi j'adore. Voilà, donc c'est un parcours grandissant depuis le début où j'ai pris beaucoup d'assurance sur ce que je fais. Mais voilà, j'ai toujours tendance à regarder demain ce qui va se passer et comment je vais pouvoir aller ou continuer à gravir ces marches où il y a encore un petit peu de boulot, quoi. OK. Et si je te dis, rendre possible l'impossible, qu'est-ce que t'inspire cette phrase? Et est-ce que c'est quelque chose qui fait écho à, du coup, à ton parcours, jusqu'à présent? Oui, alors je dirais oui, ça me parle vraiment, rendre possible l'impossible, c'est quelque chose qui typiquement, tu vois, sur la prise de parole en public, quand j'étais au lycée ou même pendant mes études, d'ingénieur, j'osais pas prendre la parole au public ou intervenir lorsque tu fais des exposés en classe ou même devant un amphithéâtre. En fait, j'ai réussi à le surpasser puisque rapidement, en fait, après avoir commencé à travailler, j'étais toujours attiré par la formation, et l'aspect un peu pédagogique, la transmission du savoir et donc j'ai commencé à être, professeur et à donner des cours en fait, tu vois, devant des amphis de 100-200 personnes où ça je n'aurais jamais pu l'imaginer avant, parce que j'étais pas du tout, câblé pour le faire et à force de le faire, en fait, c'est un exercice, je me suis un peu dépassé là-dessus pour me dire: «OK, je vais prendre la parole en public, je vais parler devant, un amphithéâtre de 200 personnes sur un sujet que je maîtrisais», mais tu as quand même une pression de te retrouver devant, autant de personnes pour parler pendant 1 heure ou 2 heures d'un sujet, d'une façon récurrente toutes les semaines. Typiquement, c'est le genre de choses que j'aurais jamais imaginé avant quand j'étais, étudiant et que finalement, je me dis: «Bah, finalement, j'ai quand même réussi à franchir ce step, à être plus à l'aise lors de la prise de parole en public, à pouvoir m'exprimer, plus facilement sans, être stressé à lire mes notes, continuellement ou à fuir les gens du regard». Je pense que, voilà, ça, j'ai plein d'exemples comme ça, mais ça en est un bel exemple, en fait. OK. Bah, écoute, là, on a fait un peu le tour de ton parcours. On va, attaquer du coup, la dimension du mental. C'est quoi le mental pour toi? Et comment ça t'a influencé dans ton parcours entrepreneurial? Alors écoute, pour moi, c'est la volonté de, faire bien les choses, de prendre le temps de les faire, de s'organiser pour pouvoir faire les choses, que ce soit dans la vie pro ou éventuellement, dans la vie perso. Moi, je suis aussi un grand féru de sport. J'adore aussi, dépasser un peu les limites, que ce soit en randonnée, en VTT, ou même dans des sports type escalade ou autre, où tu as besoin de repousser un peu tes limites, surtout en escalade, où tu peux vite te faire peur parce que, tu es tout seul sur la paroi, parce que tu es quand même assuré avec une corde, mais quand tu grimpes en tête, en fait, tu as toujours un risque de chuter de 1 à 2 mètres. Donc ça, voilà, si tu as pas du mental et de surpasser, en fait, ta peur de tomber, tu es complètement bloqué. Donc quand je grimpe, par exemple, j'essaye de pas penser à la chute. J'essaye de penser où je vais mettre mes pieds, de comment je vais me positionner, sans penser à si je me loupe, je risque de tomber. Parce que si je pense à ça, c'est sûr que je vais tomber, quoi. Voilà, donc je pense que dans le sport, c'est assez marquant. Dans les sports un peu à risque où tu dois vraiment te donner psychologiquement, tu sais que tu as un risque de te faire mal, et je trouve que c'est assez, avoir un mental, la volonté de te surpasser pour passer une épreuve, pour aller chercher, hem, mmh, le bon mouvement, la bonne façon de te positionner sur la paroi, il faut pas penser au négatif. Je pense même plus au vide. Je suis sur la paroi, je grimpe et je ne pense à rien
à ce qui est autour de moi. Parce que quand tu grimpes et que tu peux être à 10 mètres de hauteur, 11 mètres de hauteur, ça commence à faire haut. J'essaie de faire un peu le vide et me concentrer uniquement sur ce que je fais et où je veux aller. Parce que quand tu grimpes, tu grimpes étape par étape. Tu peux pas sauter la paroi, donc tu avances progressivement pour essayer d'avancer, te mettre en sécurité sur chacune des prises que tu prends, quoi. C'est vrai que c'est un bon exemple de ce dont tu parles, l'escalade. D'ailleurs, qui est complètement transférable, je pense, au monde de l'entrepreneuriat. Du coup, c'est où tu dois Oui, finalement entrer sur. après visuellement, je pense qu'on arrive mieux à s'imaginer en fait la prise de risque et les conséquences. Après, il y a d'autres sports, hein. Tu peux aussi avoir des sports de vitesse, que ce soit le ski, le snow, le VTT ou peut-être qu'en natation, c'est un peu plus sécurisé. Hormis couler ou te taper une crampe, bon, les risques sont un petit peu moins minimes. Mais effectivement, ça permet vraiment de bien visualiser voilà, ce que tu peux ressentir. Après, tu peux faire un parallèle dans la vie d'entreprise quand tu dois voilà, prendre des décisions, faire évoluer l'entreprise ou pour travailler avec tel ou tel partenaire. Quel est ton avantage à y aller? Quels sont les risques que tu prends si tu es avec lui? Comment tu sécurises aussi la mise en place du partenariat? Voilà, c'est des choses que tu peux transposer aussi dans la vie pro. Mais je trouve que c'est plus parlant dans des sports où tu te mets aussi un peu en danger parce que là, c'est un peu ta vie que tu as entre tes mains, quoi. Ouais, bah, c'est un peu les sports extrêmes. Il y en a un que tu pas cité, mais qui me paraît aussi être à sa place, c'est tout ce qui est sport automobile. Tu vois, les Formule 1, tout ça, c'est des sports à risque où on doit rouler vite tout en visualisant la piste, sachant où on va. Il y a des anticipations à faire. Tu roules vite et il faut éviter de prendre le mur. Ouais, bah, tous les sports de vitesse, tu prends plus de risques à cause de la vitesse. Donc, il faut que tu sois beaucoup plus vif dans ton esprit, il faut que tu sois ultra concentré, pas te laisser divertir par l'environnement extérieur ou par ce qui se passe à côté. Et donc, ça nécessite quand même d'être bien concentré, d'être bien présent et de bien ressentir les choses au moment où tu conduis la Formule 1, au moment où tu grimpes sur la paroi. Il faut que tu sois dedans, quoi. Et généralement, quand tu fais ce type de sport, tu ne peux pas le faire si tu penses à autre chose. Moi, tu vois, typiquement, quand je vais grimper, bah, je pense jamais à autre chose. Je vais faire de piscine, la natation. Bah, la natation, ton esprit fait que de penser. En fait, tu peux pas le libérer parce que tu es tout le temps en train de penser à un truc parce que tu nages. Donc, c'est un mouvement répétitif, la nage. Alors que des sports où ça demande un certain euh, degré de prise de risque, ton esprit, il est focus, il est concentré sur ce que tu fais. Et pour ça que j'aime bien ce type de sport parce que ça te permet de faire un peu le vide et de pas penser à tous les trucs que tu as autour de toi ou toute la journée, quoi. Ce qui s'est passé dans ta journée. Ah ouais, parce que et à l'enjeu, c'est ta sécurité. Donc Ouais, forcément, on est moins distrait, j'ai envie de dire. ouais, Et non, tout à fait. c'est des très bons sports, ça, pour les gens cérébraux. Faut pas vraiment se couper. Là, t'es sûr que là, il y a, comment dire, il y a un effet immédiat, en fait. Tu mets quelqu'un qui pense tout le temps et tu le mets sur voilà, tu le mets à l'escalade. Forcément, s'il a jamais grimpé, tout ça, et le fait d'avoir peur ou quoi que ce soit, ça optimise ta concentration sur l'essentiel, on va dire. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que ouais, moi, j'aime plutôt ce type de sport-là qui sont assez engageants. Après, tu vois, j'en ai fait d'autres. J'ai fait aussi de la cascade de glace, qui est un peu dans le même style que l'escalade, mais là, en plus, tu rajoutes les conditions climatiques extérieures qui sont froides. Il faut qu'il fasse moins 10 degrés. Donc, tu as froid aux mains, ça dégouline dans tous les sens, tu as un piolet, tu as t'as plus d'équipement, donc plus de poids, et peut-être un peu plus de prise de risque parce que tu as de la glace. Tu travailles sur quelque chose qui est vivant et qui peut se casser, qui peut couler, euh, et qui demande peut-être encore plus de concentration que l'escalade, parce que le rocher il va pas bouger, mais si tu peux avoir des chutes de pierre, mais c'est peut-être plus flagrant en fait sur des cascades de glace. Sur de la glace, c'est vivant. Et en plus, t'es dans le froid. En plus, t'as le froid alors qu'en escalade, tu grimpes en t-shirt généralement. La cascade de glace, t'as tout, t'as de la doudoune, t'as tout, t'as les gants, t'as les bonnets, t'as le casque. Enfin, voilà, c'est euh, c'est plus compliqué. T'as la totale, quoi. Exactement. C'est en quoi elle consiste ta préparation mentale, si t'en as une, aussi bien, bah voilà, alors du coup, là, on a pas mal parlé de sport, mais on peut aussi élargir à ta vie professionnelle d'entrepreneur. Bah, écoute, j'essaye. Euh,
déjà de faire minimum 2 à 3 fois du sport dans la semaine pour, recharger un peu les batteries, et que mentalement, ça vide un peu l'esprit. Voilà, ça peut être, je fais pas mal de cardio, de training, badminton aussi. Donc ça, c'est quelque chose que je fais, que j'essaye de maintenir en fait constamment. Et puis à côté, c'est d'essayer d'avoir tu vois, une hygiène de vie, propre, avec des heures de repas réguliers, pas se coucher ultra tard, tous les soirs et puis de vraiment déconnecter le week-end. Le week-end, je bosse pas du tout. Voilà, donc ça me permet d'être efficace en fait, quand je reprends par exemple le travail le lundi ou même dans la semaine. Le fait de pouvoir ne pas être câblé que boulot et d'avoir autre chose à côté, beaucoup dans le sport en ce qui me concerne, mais après il y a aussi la vie de famille, en ce qui me concerne. Donc ça, c'est important d'avoir ces coupures-là dans la journée ou dans la semaine pour, recharger un peu les piles. Et après ça m'empêche pas de penser, tu vois, au boulot, mais je dirais que c'est lors de ces moments-là que tu peux réfléchir ou prendre le temps de réfléchir sur des problématiques, que tu peux avoir au boulot. Et ce temps que j'ai, peut-être que ça me permet d'être plus efficace, même de commencer à réfléchir à une problématique et de trouver des solutions et de se dire, quand le lundi je reviens au boulot, je suis un peu plus, frais pour me dire: «OK, j'ai pu analyser le truc, je sais à peu près où je veux aller». Voilà, mais donc j'essaye de maintenir ce rythme de vie en m'efforçant de vraiment de mettre des pauses le soir, le week-end, et puis aussi, au niveau quand tu es entrepreneur, tu es quand même beaucoup seul, hein. Les entrepreneurs, ils sont quand même pas mal seuls, et donc j'alimente aussi, heu, comment dire? J'agrémente en fait la semaine en voyant aussi un maximum de partenaires, en faisant des rencontres et ça permet aussi de de ne pas être tout seul, de partager mes doutes ou même des projets. Voilà, donc il y a à la fois ce côté où tu es seul en tant qu'entrepreneur, toute la semaine et que j'essaye de diminuer avec, des rencontres que j'aime bien faire 1 à 2 fois par semaine. Rencontrer soit des partenaires ou donner des interviews, tu vois, à des podcasts. Voilà, essayer de maintenir ce lien, parce que, sinon tu peux vite dans la solitude quand tu es, entrepreneur. Ouais, non, c'est sûr. Est-ce que tu penses que l'enthousiasme, c'est quelque chose qui est primordial pour maintenir un bon mental, dans tes différentes activités professionnelles? Oui, alors ça, si t'as pas le peps, si tu es, souvent défaitiste ou si tu vois pas la vie du bon côté, en fait, si t'as pas cet enthousiasme pour saisir un peu les opportunités. Je te parlais de chance tout à l'heure. La chance, il faut savoir la saisir, il faut savoir, l'écouter, il faut savoir la ressentir, et si tu et pour moi, c'est un peu la base voilà, de constamment d'apprécier ce que tu fais et de te dire: voilà, si tu veux demain avancer, si tu attends que tout te tombe dans les mains, ça va pas marcher, c'est pas comme ça. Donc le fait d'être enthousiaste, c'est plutôt un catalyseur, c'est plutôt un véhicule qui te permet d'aller, plus facilement chercher des opportunités ou saisir cette chance qui te permet d'avancer. Donc je pense que ça, c'est super important. Quelqu'un qui est pas enthousiaste et qui aime pas la vie, qui fait pas ce qu'il fait, il va végéter quoi, je pense. OK. On va, aborder un petit peu la thématique de la confiance en soi et du droit à l'erreur. Alors, en ce qui concerne la confiance en soi, comment la tienne, elle s'est construite? Alors, écoute, au début, je dirais c'est plus par l'expérience. Typiquement, si je reprends l'exemple, tu vois, de la prise de parole en public, il faut quand même avoir confiance en soi pour, mmh, parler devant, tu vois, une centaine de personnes. En fait, j'y suis allé plus par, ambition de me dire: «J'ai envie de donner des cours, j'ai envie d'être formateur, j'ai envie de transmettre, ce que j'ai pu appris». Donc moi, je donnais des formations sur le marketing mobile ou le marketing de l'internet. C'était au tout début de l'ère, tu vois, d'internet mobile ou des mobiles, qui étaient, heu multimédia, donc avec des écrans en couleur où tu avais internet dessus. Donc je me suis vraiment fait, pression pour, me dire: «J'ai envie de le faire,
j'ai commencé à rencontrer différentes écoles, à rencontrer différents organismes de formation. De fil en aiguille, on a reconnu ce que je faisais, le côté pédagogique que je proposais, les différentes façons d'évaluer les élèves. Donc ça s'est pas fait du jour au lendemain. Tu vois, tu te dis pas du jour au lendemain, je suis plutôt réservé, timide et je vais faire des cours devant 150 élèves. Mais c'est un peu de fil en aiguille, construire son cours, construire son plan, ses objectifs, hein, rencontrer différents responsables des écoles qui valident, donc les responsables pédagogiques des écoles. Donc c'est au fil de l'eau que ça s'est un peu construit, où je me suis dit, bon, finalement, je peux le faire. On reconnaît un intérêt sur ce que j'ai pu proposer. Les responsables pédagogiques pensent qu'il y a un intérêt à présenter ce type de parcours scolaire à leurs étudiants. Ensuite, le jour J, lorsque je dois être devant l'auditoire, bon, il y a toujours beaucoup de stress pour commencer le cours. Donc, j'essaye de préparer en fait les premières 10 minutes de mon intervention au maximum, de bien apprendre un peu le discours pour être à l'aise après. Parce que le plus dur, c'est de commencer. C'est les premières minutes qui sont le plus difficiles. Une fois que tu es dans le bain, vu que je connais mon sujet, ça peut se dérouler. Donc ça a été assez difficile au début. Donc ça, c'est un exemple sur la prise de parole au public et sur le fait de pouvoir transmettre du savoir. Après, je le retrouve aussi dans le sport. Je parlais d'escalade tout à l'heure. Tu vas pas monter tout de suite des parois en 6A, ou c'est des niveaux de difficulté. Tu vas commencer tranquillement par des toutes petites voies qui sont pas compliquées. Tu te mets pas en danger. C'est des gros bacs, c'est des trucs où tu es ultra sécurisé. Tu arrives à prendre confiance parce que tu as monté un premier niveau. Tu dis, ça, c'est bon. Alors, si j'ai pas réussi à le faire, je le refais une deuxième fois, je le refais une troisième fois, la même voie. Et ça te permet, en tout cas, moi, ça me permet comme ça de monter, de passer à un niveau supérieur. Et c'est parce que j'ai réussi à monter la première voie que j'ai pris confiance en moi. Donc, je dirais c'est plus aussi la répétition. L'escalade, c'est vraiment la répétition des gestes et la répétition de la voie qui fait que tu gagnes confiance en toi et que tu vas pouvoir aller à l'étape supérieure. Mais dans la vie pro, c'est pareil aussi, c'est la répétition des choses qui font que tu prends plus confiance en soi. Après, tu peux te tromper ou tu peux mal les faire. Après, c'est bien d'avoir une personne extérieure ou un œil extérieur qui te fasse des retours sur ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui a été compris, ce qui n'a pas été compris. Voilà, donc ça aussi, je pense que ça permet d'avoir des retours extérieurs et de te dire, OK, là, peut-être que j'aurais pu être plus fluide, j'ai parlé un peu trop vite, ou j'ai pris un peu trop de risques, ou j'étais mal positionné sur la voie. Donc le fait d'avoir un retour d'expérience, un miroir en fait qui te donne un retour sur ce que tu fais, ça te permet de mieux faire les choses par la suite et donc de prendre confiance en soi et de monter les échelons progressivement, quoi. Ok, justement, du coup, moi, ça m'évoque un petit peu le droit à l'erreur, en fait, quand quand t'es en escalade, finalement, t'as pas le droit tant que ça à l'erreur. Du coup, comment tu te situes par rapport à ça? Mais écoute, le droit à l'erreur, effectivement, ouais, tu peux. Un bon exemple parce que tu fais une erreur, tu tombes. Donc, à un moment donné, tu as quand même une limite psychologique. Tu te dis, là, si je vais vraiment chercher cette prise, je peux me planter, je peux tomber. Donc, soit tu déconnectes ton cerveau, et je pense que c'est ce qu'il faut faire pour te dire, OK, j'essaie, j'y vais, et si ça passe pas, je tombe. OK, je tombe pas jusqu'en bas. T'as 2 mètres, tu vois, de battement de corne. Donc, tu fais un saut de 2 mètres. Donc, ça t'oblige quand même à déconnecter ton cerveau et éviter à penser aux conséquences. Et la conséquence, c'est quoi? C'est la chute, hein. Donc, si tu arrives à ne pas penser à ces conséquences, donc en gros, voilà, tu fais une erreur parce que tu as mal positionné ton pied ou ta main, ça va te bloquer. Et le fait de dire, oh, si je fais ça comme ça, je risque de tomber, donc ça va me bloquer, je le fais pas. Et ça, c'est pareil toi, même en VTT. Si tu commences à te dire, là, le virage, je vais mal le prendre ou je le sens pas, psychologiquement, tu te fais un frein. Et c'est sûr que le truc, tu le passeras pas et que tu vas tomber. Et ce que je fais dès que je suis bloqué psychologiquement, par exemple en VTT, je descends du vélo et je pousse le vélo passer la difficulté. Parce qu'en amont, je me suis dit: «Non, ça passera pas», et je me suis imaginé plein de trucs. Je vais tomber, ça va mal se passer, je vais pas me positionner comme il faut, et le fait de penser à aux conséquences de ce qui peut se passer, globalement, tu le fais pas, et moi, ça me stoppe complètement, et donc je suis obligé de descendre du vélo pour éviter cette erreur de tomber.
Donc, faut vraiment passer ces étapes difficiles ou franchir ces caps. Il faut vraiment visualiser où tu veux aller, te dire: «OK, là, tu as peut-être une difficulté pour passer, ce virage-là parce que tu as des énormes pierres à droite à gauche». Visualise où tu veux mettre la roue avant, visualise comment tu veux passer et si tu le fais, je pense que ça sera et il faut se dire: «Voilà, on va le faire et on va y arriver» et généralement ça passe. Si tu commences à te dire: «Ah mais là, il y a une pierre, ça va pas aller, je sais pas comment je vais faire pour passer la roue, ça se trouve je vais tomber ou ma roue avant va chasser». Tu es sûr que là, bah, tu arrives avec cette appréhension devant l'obstacle, tu tombes. Ah, c'est obligé, que ce soit en escalade ou même en VTT, enfin dans les sports où tu as des caps à franchir, tu as des difficultés sur le parcours, il faut visualiser le passage, le fait que tu vas réussir. Donc le droit à l'erreur, oui, c'est enfin, je dirais tu fais forcément des erreurs et après c'est comment tu te rattrapes. Là, tu peux te faire mal, soit tu arrives à bien tomber et à pas te faire mal, mais bon, généralement, tu as pas le temps de réfléchir et voilà, tu tombes et tu peux, voilà, ça peut faire mal et j'ai déjà eu pas mal de chutes. Bon, OK, tu t'en remets, après tu peux avoir des blessures. Mais si tu penses à la blessure avant d'y aller, autant ne pas y aller. Et justement, c'est intéressant parce que, parfois on chute, tu vois? On fait des erreurs en chute. Comment tu fais pour maintenir, du coup, ton capital confiance en cas de chute? Alors je dirais, il faut de suite après, je donnais un exemple, j'ai fait il y a quelques années, enfin avant je faisais beaucoup de parapente et puis il y a une année où j'ai fait une chute, la voile a décroché et j'étais à 4 mètres au-dessus du sol, donc je suis tombé, plutôt comme une comme une pierre. Et là, ça m'a vraiment, j'ai vraiment eu peur, ça m'a vraiment fait prendre conscience que ce sport était super dangereux. Mais je me suis dit: «Si un jour je veux le refaire, ou je veux réessayer, il faut pas que je reste sur cette chute imprégnée dans mon esprit, parce que sinon je ne le referai jamais. Je penserai tout le temps à la chute que j'ai eue il y a quelques années et ça va me vraiment me bloquer». Donc ce que j'ai fait de suite après, c'est j'ai refait un vol en parapente, mais dans des très bonnes conditions où il y avait pas de risque. Donc je dirais quand tu es confronté à tu vois, ce genre de chute, en fait, si tu restes sur ta faim avec cette chute, que ce soit, voilà, en parapente ou même en VTT et que tu reprends pas de suite après le 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 rythme, finalement ton cerveau, il va rester heu heu, sur ce traumatisme, il va pas vouloir, retourner. Alors que si de suite tu te remets dans le bain, tu dis: «OK, je vais le retenter, mais en conditions de sécurité, optimales ou moins vite», tu vois, en prenant beaucoup moins de vitesse ou avec beaucoup plus de sécurité, par exemple en parapente parce que, tu as toujours quelqu'un à la radio qui va te guider, donc là, tu es encore plus en sécurité. Heu, Finalement, ton cerveau, il va, heu, oublier ou il va se dire: «OK, il y a eu un traumatisme avant, j'ai une chute, j'ai une blessure. Du coup, là, je suis en train de le refaire, ça s'est bien passé» et donc finalement, tu vas retenir quoi? Bah, tu retiens: «OK, j'ai réussi à le refaire, j'ai pas eu de soucis», et donc ça, c'est super important pour moi de pouvoir te remettre de suite après, sans attendre des années, mais dès que tu peux, de repasser cet obstacle ou te remettre à cette activité, pour réapprendre ton cerveau à prendre du plaisir, te dire: «OK, tu peux tomber une fois, mais finalement, bah, tu prends énormément de plaisir parce que tu es en VTT, parce que tu es en parapente et parce que ça t'amène beaucoup de plaisir». Voilà, mais il faut pas rester dans cette impasse de: «Je suis tombé et je le ferai plus jamais», parce que si tu peux le faire, c'est un choix, mais c'est sûr qu'à terme, tu auras beaucoup plus de difficultés pour te remettre à ce sport-là, parce que tu auras eu ce traumatisme qui sera, resté gravé dans ta tête. Très bien. Alors j'ai envie de basculer un petit peu sur le regard des autres. Tu en as légèrement parlé tout à l'heure, quand tu as été confronté au coup tu me disais aux conférences, et cetera. Comment, est-ce que c'est quelque chose où tu as dû t'affranchir un peu du regard des autres pour, aller de l'avant, surmonter des fois il y a beaucoup de gens qui nous regardent, je sais pas si tu es en conférence ou même quand tu enseignes. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles dessus? Mais écoute, avant, ça me gênait beaucoup. Quand j'ai commencé, ça me gênait beaucoup de faire les choses à cause du regard des autres. Tu vois, c'était, toujours: «Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ça se trouve, ça va pas être optimal» ou je me mettais la pression tout seul et au fil des années, je continue à la voir, mais c'est moins impactant. C'est-à-dire, je me dis: «OK», tu vois, quand je fais une intervention, dans un podcast ou à la télé,
je me mets moins la pression et je me dis que ça va bien se passer. Après, j'apprécie toujours d'avoir des retours des retours d'expérience pour s'améliorer, mais c'est moins un frein d'avoir quelle image tu vas donner de toi et qu'est-ce que les gens vont penser de toi parce que tu as fait telle ou telle chose. Au début, ça me gêne énormément, maintenant ça me gêne moins et aussi parce que alors c'est pas que je fais des choses pour le travailler, mais c'est parce que j'en fais beaucoup de plus en plus et au fil de l'eau, j'ai appris à faire avec. Je me dis: «Bon maintenant, OK, ça me gêne pas, peu importe ce que vont penser les autres ou pas. Je fais le truc comme bon me semble et puis, s'il doit y avoir des critiques ou autres, bah, OK, je les prends. Quand c'est, constructif, bah, j'essaie de m'améliorer comme ça. De toute façon, des critiques, il y a toujours quelque chose à redire, mais ça va moins me mettre un frein, psychologique pour avancer et faire les choses, comme j'ai envie de les faire. Très bien. Est-ce que tu as des techniques qui te sont propres pour te maintenir dans une attitude positive au quotidien? F je je sais pas si c'est des techniques, mais j'ai tendance à vouloir faire trop de choses à la fois et donc j'essaye de maintenant et donc quand j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire, ça m'énerve. J'ai l'impression de rien avoir fait dans la journée, que c'est pas possible et ça me met dans un état un peu de frustration de pas pouvoir, avoir fait tout ce que j'avais envie de faire. Maintenant, ce que j'essaye de faire, par exemple, le matin, c'est de me dire: «Bon, OK, si j'arrive à faire cette tâche-là ou cette tâche-là, c'est déjà bien». Mais j'essaye de ne pas me mettre trop trop de plans d'action, de choses à faire parce que si tu les tiens pas à la fin de la journée, bah, tu vas te retrouver dans un mental un peu, défaitiste. Tu dis: «Bon, ma journée, ça s'est mal passé, j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire, j'ai perdu trop de temps à faire ça, ça, ça». Donc là, maintenant, j'essaie plutôt de réduire le planning, tu vois? Et surtout de me dire si j'ai pas fini de faire telle ou telle chose le soir, bah, tu vois, je le note sur un papier en me disant: «OK, demain, je sais ce qui m'attend». Et ça me permet de garder ce côté un peu optimiste en me disant: «Je suis content, je suis satisfait, j'ai fait ce que je voulais faire aujourd'hui». Je me suis pas mis, trop de pression, même si j'aimerais bien en faire plus, mais psychologiquement, ça me rassure de me dire: j'ai un peu suivi ce que je m'étais fixé, donc j'essaye de pas charger la mule». Et tout ce que j'ai pas pu faire, OK, avant ça me stressait énormément de dire: «Mais putain, j'en ai fait que la moitié, quoi. C'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Je suis mauvais ou quoi?» heu, donc maintenant je me dis: «OK, c'est un fait». Je dis: «Bon, je ferai ça demain». Mais le fait de l'écrire, de le formaliser par écrit, sur un bout de papier, tu vois, ça va pas chercher bien loin en tant qu'outil, informatique, bah, ça me rassure et le lendemain je me dis: «Bah, voilà, je peux repartir de ce que j'ai pas pu faire hier». Et quand j'arrive à le faire, effectivement, dans la journée, bah, voilà, je suis bien, que j'ai OK, stop, j'ai fait ce que j'avais envie de faire ou ce que je voulais faire aujourd'hui. Est-ce que tu as des trucs pour te motiver au quotidien? Ouais, j'aime bien heu, toutes les actions qui sont mesurables rapidement. Tu vois, tu fais quelque chose, tu te dis: «Bon, s'il faut que tu attendes 3 mois ou 6 mois, tu vois, pour voir les résultats, bah, celui-là, je vais me lasser, je vais être moins motivé». En fait, c'est un peu la problématique du résultat immédiat. Si tu arrives à visualiser un résultat immédiatement, je sais pas, te donne un exemple, je monte en place une campagne, webinaire. Je fais un webinaire, j'envoie des mailings, je me dis: «Bon, là, tu vas voir le résultat immédiatement parce que tu vas voir le nombre d'inscrits, le nombre de personnes qui veulent participer au webinaire». Donc ça, je me dis: «Bah, ça, c'est super parce que, c'est des actions, dont le résultat est, mesurable de suite». Après sur d'autres choses, quand tu dois faire évoluer je dois faire évoluer la plateforme Monsieur Hugo et que ça va me prendre 6 mois, bah, tu vois, là, je sais que je peux vite me démotiver parce que ça va être long, parce qu'il y a plein de paramètres que j'ai pas maîtrisés. Donc j'essaye de garder des tâches heu, qui peuvent m'amener un résultat, mesurable et et que ça prenne pas, 6 mois à se mettre en place. Tu vois, après tu es obligé d'alterner entre des actions, sur le long terme et sur le très court terme, mais j'essaye de mixer parce que le cerveau il aime bien quand les choses avancent, bien et que tu vois des résultats de suite et puis les choses sur le long terme, où là tu sais que ça va être un marathon. Ouais, c'est intéressant ton approche. Mais c'est parce que c'est vrai que c'est bien de pouvoir mesurer concrètement, quand on met en place quelque chose, ça permet en tout cas de nourrir sa motivation et puis généralement la motivation elle est nourrie aussi par le plaisir de faire et de voir que ça marche. Oui, c'est sûr. Alors après tu as 2 types de personnes. Tu as les personnes
qui sont plus tu vois, dans l'humain et d'autres qui sont plus dans le faire les choses. Moi, je suis plus dans le faire les choses, dans mettre en place des actions ou faire avancer les choses. Donc ça, c'est vrai que ça me motive vraiment quand tu vois le résultat rapide ou pas. Mais plus, en fait, ça vient alimenter ton cerveau avec tu vois, cette zone de dopamine qui te dit ok, là j'ai fait ça, mais ça a bien marché, quoi. Je suis content parce que les résultats sont plutôt bons. Je suis pas obligé d'attendre 6 mois de lancer une nouvelle fonctionnalité sur la plateforme, par exemple. Tout à l'heure, tu parlais de stress. Bon, du coup, stress, pression, enfin, on en parle beaucoup, hein, ça va un peu ensemble. Quelles sont les ressources que tu utilises pour, en tout cas, pour en général la gérer au mieux? Alors, écoute, là-dessus, alors, bon, ce que je disais tout à l'heure, le sport. Alors, les sports qui te demandent une concentration. Typiquement, la piscine, ça marche pas. Toi, j'ai essayé la piscine. Je trouve que tu continues. En fait, c'est pire parce que tu penses pendant une demi-heure, tu nages et pendant cette demi-heure, tu te repasses en boucle le problème. Et en fait, je trouve que c'est pas efficace. Alors, des sports comme le badminton, par exemple, ou l'escalade, là, tu es obligé d'évacuer le problème qui te stresse pendant le temps où tu fais ce sport-là, par exemple. Et je trouve que en tout cas, pour moi, je trouve que c'est efficace parce que c'est un bon moyen de te ressourcer. C'est pas pour ça que le problème il est parti, mais tu peux peut-être repartir sur de nouvelles bases ou sur un bon pied et reprendre plus d'énergie pour trouver la solution à ton problème. Donc ça, c'est pour ça que j'aime bien le sport. Puis, je dirais l'autre point important pour des situations un peu stressantes, c'est euh, de prendre du recul, et de pas vouloir réagir immédiatement. Parce que si tu commences à réagir immédiatement, c'est pas forcément la bonne réaction. Tu vas être dans l'attaque, dans l'agressivité peut-être, et c'est peut-être pas la meilleure solution. Avant, je faisais beaucoup comme ça, c'est-à-dire j'étais ultra réactif, je voulais répondre de suite et peut-être de façon plus agressive qu'autre chose. Maintenant, j'essaye de ne pas de prendre quelques jours avant tu vois, parce que déjà ça t'a permis de faire baisser ton stress parce que tu as un petit peu digéré la situation, et ça me permet de prendre plus de recul et de nuancer les réponses ou de nuancer les solutions que je vais mettre en place pour régler le problème. Ok. Je vais aborder un sujet qui est pas mal d'actualité parce que on a beaucoup d'écrans, on a beaucoup de notifs, tout ça. Donc en fait, ça peut être perturbant pour notre concentration, notamment dans le cadre du travail. Qu'est-ce que toi tu mets en place pour optimiser ta concentration sur les moments où t'as besoin de l'être? Donc sur le mur d'escalade, c'est facile, c'est pas tomber, mais quand tu es au travail dans tes projets, comment tu fais? Ah ouais, je te rassure, quand je grimpe, j'ai pas de téléphone. Mais sinon, au travail, euh, et je te rejoins là-dessus, c'est un fléau. Le téléphone, les réseaux sociaux, les notifs dans tous les sens. Et en fait, on est tenté à vouloir y répondre rapidement parce que ce que je disais tout à l'heure, t'as un effet, t'as un résultat immédiat. Tu reçois une notif, tu réponds. Et en fait, c'est quoi le résultat? C'est que tu es content, t'as répondu et t'as donné une réponse rapidement à une sollicitation. Donc tu vois, finalement, ça va et en fait, on y tous, et moi le premier, dès que j'entends un truc, j'ai envie de répondre tout de suite parce que je me précipite mais en fait, ça t'empêche d'avancer sur les sujets de fond. Tu peux pas te concentrer comme ça, être sollicité toutes les 10 minutes parce que faut que tu répondes à un mail, à un chat, à une notif, à un coup de téléphone. Donc moi, maintenant, je m'impose le matin de ne plus répondre à ces sollicitations qui nécessitent une réponse pas urgente. Ça peut attendre. Même si ton cerveau, il est content parce qu'il se dit: «Ah, mais là, j'ai répondu à toutes les sollicitations, ça c'est fait, c'est done», tu coches une croix, ça c'est fait. Mais en fait, ça repousse en fait les sujets de fond, et moi je préfère travailler les sujets de fond le matin parce que voilà, le cerveau il est plus disposé à travailler sur ces sujets-là, et donc l'après-midi, je me repenche sur ces sujets un peu où tu es sollicité à droite, à gauche par des mails, par des appels, par des notifs. Voilà, donc maintenant j'essaie de couper la journée en 2.
le matin où c'est plus sur des sujets de fond où je veux pas y aller, alors que j'ai envie d'y aller. Tu vois, on me dit d'un côté, non, vas-y, c'est super, tu vas répondre immédiatement. Mais je me force à dire non, je le fais pas. Donc, tu vois, c'est comme un, une volonté de le faire parce que sinon, si j'avais pas cette volonté, bah, je me laisserais, c'est trop facile de se laisser tenter à répondre à toutes les sollicitations. Mais donc, maintenant, je me force pour ne pas le faire, même si j'ai envie. Et l'après-midi, j'alimente mon cerveau avec des choses un peu, tu vois, c'est comme les bonbons ou choses, de dire, ah, bah, ça, c'est sympa, je le fais. Voilà. Donc, maintenant, je coupe la journée en 2 étapes parce que sinon, tu te fais envahir. Tu te fais envahir toute la journée, en fait. Ouais, non, c'est sûr que les réseaux sociaux, les notifs et tout ça, on est très très vite sollicité et je dirais pas toutes les 5 minutes, mais même plus que ça, toutes les minutes maintenant. Toutes les minutes, enfin, t'as Ah, toujours quelque mais chose qui arrive. En plus, si t'as plusieurs réseaux sociaux, c'est pire. J'arrive sur ma dernière question avant de conclure du coup l'interview. Et on entend souvent que pour avoir une force mentale, cela implique de ne rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses, toi? alors oui, effectivement, bah, moi, c'est un peu comme ça que je suis. Tu es obligé de réitérer les actions, de rien lâcher parce qu'en fait, tout n'est pas une réussite, hein. C'est parce que tu fais quelque chose que tu vas le réussir du premier coup. Et généralement, les choses ne se passent jamais bien du premier coup. Tu vas jamais monter un mur d'escalade la première fois. Tu vas jamais descendre une piste de VTT la première fois parce que bah, tu connais pas la technique, t'es pas équipé, t'as pas le bon vélo, t'as pas le mental pour descendre, t'as pas la prise de risque aussi pour pouvoir le faire. Donc, tu es obligé de rien lâcher parce que les choses se font de façon progressive. Tu peux pas du jour au lendemain te dire je vais monter une boîte et au bout d'un an, je vais déjà avoir plein de clients, je vais déjà avoir un chiffre d'affaires énorme. Ça se fait vraiment progressivement, mais au début, tu le sais pas parce que tu te fais des fausses idées sur comment l'atteinte du résultat te paraît nettement plus facile quand tu as pas fait les choses que quand tu l'as fait. Une personne qui débute l'escalade, elle va dire bah facile, moi la paroi, je te la monte tranquillement, quoi. C'est facile. Ok, vas-y, fais-le. Tu verras elle va rester à terre. Elle n'aura pas décollé d'un mètre. Donc c'est à force d'entraînement, parce que tu prends des cours, parce que tu as pu voir des tutos sur YouTube, parce que tu as pu changer de matériel, parce que tu auras aussi travaillé ton mental pour te dire mais si je chute, c'est pas grave, parce que je suis retenu par une corne, je vais pas m'écrouler par terre, je vais pas mourir. Donc tout ça, ça fait partie des choses tu dois rien lâcher pour arriver à ce que tu as envie de faire, à ton objectif d'atteindre le sommet, de monter ta boîte, d'investir dans l'immobilier. Et donc, ça se fait forcément étape par étape. Et donc, ça nécessite de rien lâcher parce que le parcours, il est généralement compliqué. Rien ne se fait en une fois. Dans le sport, ça se comprend facilement. Quand tous les gros sportifs, ici, ils en sont là aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils se sont entraînés 1 an pour y arriver, c'est des années d'entraînement parce qu'ils n'ont rien lâché. Dans la vie d'entrepreneur, c'est pareil. Tu peux pas te dire, je monte une boîte en 6 mois et puis voilà, c'est facile. Quand tu l'as pas fait, moi, j'ai des amis autour de moi qui me disent, oh, super, ça se passe bien, tout pour toi, ça a l'air facile ce que tu fais, on voudrait faire comme toi. Ok, bah vas-y, fais-le. Tu verras, ça, c'est compliqué, ça demande beaucoup d'énergie et surtout, voilà, si tu laisses tomber à la moindre difficulté, tu vas pas avancer, quoi. Donc, c'est super important de rien lâcher et de rester motivé pour mener tes projets ou tes ambitions jusqu'au bout, quoi. Et puis en fait, ça s'arrête jamais puisque voilà, tu peux toujours faire mieux que ce que tu fais. Tu peux toujours grimper encore plus haut, grimper des voies de plus en plus difficiles. Même dans la vie pro, te dire voilà, si tu as des ambitions de chiffre d'affaires, de nombre de clients ou de développement produit, en fait, ça n'a jamais de fin. Après, il faut à un moment donné être satisfait de ce que tu fais. À un moment donné, tu dis ok, c'est bien, j'en suis quand même arrivé là, donc il y a eu beaucoup de travail. Mais comme on est généralement les entrepreneurs, ont toujours envie d'en faire plus et d'aller plus loin, finalement, c'est un peu une, euh, une quête, tu vois, d'aller toujours de plus en plus loin. Après, c'est bon aussi de se fixer des limites, se dire, bon, peut-être qu'aujourd'hui, on est pas mal, ça sert à rien de vouloir en chercher plus. Toi, en escalade, moi, aujourd'hui, je suis bien, je me suis pas mis la pression en disant, je vais monter des voies de plus en plus difficiles, parce que, un, j'ai pas le temps de le faire, deux, je sais que c'est beaucoup plus de travail et de préparation physique pour le faire. À un moment donné, il faut aussi apprécier l'état dans lequel on se trouve, même si tu veux toujours aller loin, mais
c'est important de se dire, on en est là aujourd'hui, on a fait, on arrive quand même à faire pas mal de choses qui nous satisfont. Voilà, mais en tout cas, oui, pour moi, c'est obligatoire de rien lâcher pour avancer, dans la vie, quoi. Bon, en tout cas, Bruno, merci beaucoup pour toutes ces réponses à mes différentes questions. Si tu devais garder qu'une seule chose pour le mot de la fin, nos auditeurs et nos auditrices, voilà, quelque chose qui te tient à cœur, qu'est-ce que tu aimerais laisser de cette interview? Moi, je dirais, c'est surtout la persévérance, le rien lâcher. Si tu crois en ce que tu fais, si tu prends du plaisir à faire ce que tu fais, vas-y, fonce, fais-le. Fais-le avec les moyens que tu as à ta dispo. Mais voilà, c'est vraiment la persévérance et le rien lâcher qui font que tu pourras, être, satisfait de où tu en es aujourd'hui. C'est un état d'esprit, c'est un mental. Tu en as qui ont pas envie d'y aller, qui ont pas envie de mettre autant d'énergie, qui peuvent se contenter de leur situation actuelle. Mais voilà, en tout cas, pour moi, cette persévérance qui est super important pour aller où tu as envie d'aller, quoi. Bon, bah super. Bah écoute, Bruno, merci beaucoup pour cette interview. Et si on veut suivre un peu tes actualités ou travailler avec toi, collaborer avec toi, comment ça se passe? Alors, en tout cas, merci déjà, Sébastien, là, pour cette interview. En tout cas, ça m'a fait plaisir et si on veut me contacter, moi, on me retrouve sur LinkedIn, Bruno Cantegrel. Si on veut si on veut prendre contact avec moi et sinon via notre site internet monsieurhugo.com où on a aussi des points de contact par téléphone, par mail. Bon, bah écoute, super. En tout cas, bah merci beaucoup. Et du coup, hâte de diffuser cet épisode à l'ensemble de mes auditeurs et auditrices sur l'ensemble des plateformes. Écoute, merci à toi pour tout ça et puis, à très vite. Et voilà, nous voici arrivés à la conclusion de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que le témoignage de notre invité vous a inspiré et donné des clés concrètes pour développer votre propre résilience. Au cours des prochaines interviews, nous continuerons à vous offrir une boîte à outils complète pour transformer vos épreuves en tremplin vers le succès. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. Pour continuer à progresser dans votre mindset, n'hésitez pas à réécouter certains épisodes ou à me contacter directement. Ma porte est ouverte pour répondre à vos questions sur la préparation mentale. Je vous dis aussi à bientôt sur les réseaux sociaux du podcast pour de nouveaux contenus, quiz, défis mentaux et autres surprises, ainsi que la newsletter. Souvenez-vous que la lumière triomphe toujours des ténèbres dès lors que nous choisissons de persévérer. Alors, gardez confiance en vos rêves et à très vite pour de nouvelles aventures ensemble.